Reims, fin juin 1973. Sur le terrain de la 7e brigade mécanisée, un sergent français descend d'un véhicule blindé qu'il vient de tester pendant 6 heures. Il regarde sa montre, puis le soleil. À 8000 km de là, dans un bureau du Pentagone, un colonel ouvre un dossier qui porte le numéro MICV65 depuis 8 ans déjà. Il ne le sait pas encore, mais il va passer 8 autres années à le lire. Le sergent de Reims ne sait pas non plus que l'engin qu'il vient de prendre en main, l'AMX-10P, sera en service quand l'Amérique cherchera encore comment tenir un comité. 6 ans plus tôt, le 7 novembre 1967, sur la place Rouge à Moscou, des attachés militaires occidentaux lèvent leurs jumelles. Ils sont là pour le défilé du 50e anniversaire de la Révolution. Ils s'attendent à voir des chars, des camions, des hommes en rang. Ils voient passer une silhouette basse, longue, hérissée, qu'aucun manuel de l'OTAN ne décrit. Une machine plate avec une tourelle minuscule, un canon court et des trappes sur les flancs comme des écailles. Les attachés se regardent. Personne ne sait quoi écrire dans son carnet. Ce que les Occidentaux découvrent ce matin-là, c'est le BMP-1, le premier véhicule de combat d'infanterie produit en série dans l'histoire militaire. Une idée nouvelle, l'infanterie ne descend plus pour combattre, elle combat depuis l'intérieur. Le véhicule transporte, protège, tire et roule avec les chars. Les Soviétiques viennent d'ajouter un nouveau verbe à la grammaire de la guerre, et les Occidentaux n'ont pas encore le mot pour le traduire. Dans les capitales de l'OTAN, c'est le silence des bureaux. Puis, très vite, les téléphones sonnent. Bonn appelle Paris. Paris appelle Washington. Tout le monde veut savoir si l'autre a vu ce qu'il vient de voir. Tout le monde a vu la même chose. La doctrine soviétique vient de prendre une longueur d'avance qui se mesure en machines réelles, pas en discours. À Paris, la réaction est presque calme. La France n'a pas attendu le défilé de Moscou pour s'inquiéter. Depuis 1965, le ministère des Armées travaille déjà sur un programme appelé VCAI, Véhicule de combat amphibie d'infanterie. L'idée est née de la peur du nucléaire, de la peur du gaz, de l'observation des manœuvres soviétiques en Tchécoslovaquie. Le BMP-1 confirme aux Français qu'ils ont raison. Les ingénieurs de l'atelier de construction d'Issy-les-Moulineaux peuvent accélérer. Le premier prototype sortira en 1968, 11 mois après le défilé de la place Rouge. À Washington, c'est autre chose. L'armée américaine a aussi son programme. Il porte un nom administratif, MICV, Mechanized Infantry Combat Vehicle. Il a été lancé en 1965, comme celui des Français. Mais la machine américaine doit faire plus, beaucoup plus. Elle doit transporter de l'infanterie, elle doit éclairer pour la cavalerie, elle doit chasser les chars, elle doit nager, elle doit résister à une attaque chimique et nucléaire, elle doit suivre l'Abrams à pleine vitesse. 5 missions, 5 comités, 5 généraux qui ne veulent pas céder un pouce. Le dossier grossit, les exigences se contredisent, le poids monte. Pendant que le projet américain s'enlise dans ses propres contradictions, le projet français trouve sa forme. 14 tonnes, un canon de 20 mm, 700 coups par minute, 8 fantassins à l'arrière, une coque en aluminium soudé, des waterjets pour traverser une rivière, une protection contre les agents chimiques. Le tout dans un volume qui tient sur un wagon de chemin de fer sans dépasser le gabarit. Ce n'est pas la machine la plus blindée du monde, mais c'est une machine qui existe. En décembre 1972, l'armée française passe sa première commande de série. 6 mois plus tard, le premier AMX-10P descend de la rampe à Reims. Le sergent du début de cette histoire, celui qui regarde sa montre et le soleil, vient de boucler un cycle d'essai qui marche. Sa machine roule, tire, nage et porte ses 8 hommes. Il rentre à la caserne pour le café. Au même moment, à Aberdeen Proving Ground, dans le Maryland, un prototype américain qu'on appelle XM701 brûle sur un banc d'essai. Cette machine devait être l'ancêtre direct du futur Bradley. Elle a coûté plusieurs millions de dollars. Elle est trop haute pour entrer dans un C-141 Starlifter, l'avion de transport stratégique de l'US Air Force.
Elle pèse trop lourd pour nager comme prévu. Et, détail que personne dans les comités n'arrive à expliquer aux journalistes qui finiront par la prendre, elle est équipée de toilettes intégrées. Une vraie cuvette, montée pour l'équipage en mission longue. La presse spécialisée s'en moque. Les ingénieurs français qui en entendent parler à Satori s'en moquent aussi. Le programme MICV repart à zéro. On change le nom, on change le cahier des charges, on rajoute des comités. Pendant ce temps, à Reims, l'AMX-10P passe ses premières manœuvres en formation avec des chars AMX-30. Pendant ce temps, à Athènes, l'armée grecque commande 100 exemplaires. Pendant ce temps, l'Irak, le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis envoient leurs missions techniques à Issy-les-Moulineaux. Pendant ce temps, le Pentagone organise une réunion sur la hauteur de la Tourelle. Voilà la vraie scène que peu de gens connaissent. Ce n'est pas une compétition. C'est deux civilisations qui regardent la même menace soviétique et qui répondent à des vitesses différentes. La France a un défaut. Elle est plus petite, plus pauvre, moins puissante. Mais elle a un avantage. Une seule armée, un seul ministère, un seul comité. Elle décide vite parce qu'elle n'a pas le luxe de discuter longtemps. L'Amérique a tout l'argent du monde, et elle paie ce luxe en années perdues. En 1975, 2 ans après l'entrée en service de l'AMF-10P, le ministère américain de la Défense organise une revue interne sur l'avancement du MICV. Le rapport interne, qui restera confidentiel pendant des années, contient une phrase qu'aucun général ne veut signer. À ce rythme, le véhicule n'entrera pas en service avant la prochaine décennie. La phrase est exacte, au mois près. À Reims, le sergent qui regardait sa montre en juin 1973 est devenu adjudant. Sa brigade a été équipée à 100%. Il enseigne maintenant à de jeunes recrues comment tirer le canon de 20 mm en mouvement. Il leur dit, avec ce sourire un peu fatigué des sous-officiers qui ont vu quelque chose, que cette machine n'est pas parfaite, mais qu'elle est là, et que c'est déjà beaucoup. Pendant ce temps, à Washington, un officier de l'armée de l'air rentre dans un bureau du Pentagone. Il s'appelle James Burton. Il vient d'être affecté à un service obscur qui s'occupe de tester les armes avant qu'elles n'entrent en service. On vient de lui confier un dossier épais, lourd, abîmé par les manipulations. Sur la couverture, un nom, Bradley. Burton ne sait pas encore qu'il va passer 5 ans de sa carrière à se battre pour que cette machine soit testée comme une vraie arme de combat. Il ne sait pas non plus que sa carrière n'y survivra pas. À 8000 km de là, dans le silence du soir, l'adjudant de Reims rentre chez lui. L'AMX-10P est dans son hangar. Il a parcouru ce jour-là 120 km sur le terrain, traversé 2 rivières, tiré 400 obus d'entraînement. Il sera opérationnel demain matin à 6 heures. Le Bradley, lui, n'existe pas encore. Il existe en plan, en maquette, en rapport, en schéma, en réunion, en désaccord. Il a déjà coûté plus que tout le programme français. Il ne tirera pas un seul coup avant 8 ans. Comment, dans la nation la plus riche du monde, peut-on mettre 18 ans à construire une machine que la France a mise en service en 8 et que les soviétiques ont déjà fait défiler depuis 16? Aberdeen Proving Ground, Maryland, automne 1978. Un ingénieur civil de la firme FMC Corporation entre dans une salle de conférence avec un classeur sous le bras. Autour de la table, 8 officiers représentant 5 armes différentes. Avant qu'il ait pu ouvrir le classeur, le colonel d'artillerie demande à voir les calculs de portée. Le major du génie demande la capacité de franchissement. Le lieutenant-colonel de cavalerie demande la vitesse. Le représentant de l'infanterie demande combien d'hommes la machine transporte. L'ingénieur n'a pas encore parlé. Il sait déjà que la réunion va durer 6 heures. Le projet qui se trouve sur la table porte un nouveau nom depuis l'année précédente. XM2. C'est l'enfant légitime de feu, le XM701, ce prototype aux toilettes intégrées que personne n'arrive à oublier dans les couloirs du Pentagone. La machine pèse maintenant 21 tonnes. Elle en pesait 14 au cahier des charges initial. Personne autour de cette table ne sait combien elle pèsera l'année prochaine. Mais tout le monde a une idée à ajouter. Le mécanisme bureaucratique américain a ceci de particulier qu'il ne dit jamais non. Il dit « ajoutons ». L'infanterie veut 8 fantassins à l'arrière,
La doctrine Air Land Battle exige une protection contre les attaques chimiques. La cavalerie veut un mât avec un système de vision pour la reconnaissance. Le commandement des forces blindées exige un canon plus gros que les 20 mm français, parce qu'il faut pouvoir tuer un BMP soviétique en mouvement. La marine, qui n'a rien à faire dans ce projet, exige quand même que la machine soit transportable par C-5 Galaxy. Chaque exigence est raisonnable. Le total est monstrueux. Pendant que la réunion d'Aberdeen tourne en rond, à Reims, le 35e régiment d'infanterie a reçu sa 50e machine AMX-10P. La France a déjà livré plus de 400 véhicules à ses propres unités et autant à ses clients étrangers. Le canon de 20 mm tire 1000 km plus loin que prévu. Les pannes sont réparées en 2 heures par les sous-officiers eux-mêmes. La doctrine d'emploi est écrite, distribuée, enseignée. Tout fonctionne. Personne en France ne pense à ce moment-là qu'il s'agit d'un exploit. Pour les militaires français, c'est juste leur travail. À Washington, le travail prend une autre forme. Le rapport Chrysler, publié en 1978, conclut que la conception du futur Bradley est conforme à la doctrine, mais qu'elle est aussi extrêmement risquée et coûteuse. Le Government Accounting Office, l'organe de contrôle financier du Congrès, publie son propre rapport. Plus court, plus brutal. Le GAO recommande d'abandonner le projet et de moderniser le vieux M113 qui est en service depuis le Vietnam. La proposition économiserait 2,5 milliards de dollars sur 5 ans. L'armée la rejette. Le projet continue. Voici le détail que les manuels d'histoire ne racontent jamais. Le poids du futur Bradley a une cause précise et absurde. À chaque révision du cahier des charges, un comité ajoute une fonction. À chaque fonction, l'ingénieur ajoute du métal. À chaque kilo de métal, le moteur doit être plus puissant. À chaque kilo de moteur, la suspension doit être renforcée. À chaque renforcement, le poids monte encore. C'est ce que les ingénieurs appellent en privé une spirale de croissance. Personne dans les comités ne veut être celui qui retire une fonction. Alors le métal continue de s'accumuler. En 1979, le Pentagone classe officiellement le XM2 et le XM3 comme M2 et M3. La machine pèse maintenant 22 tonnes. Elle continue de grossir pendant qu'on discute de son nom. Le ministère de la Défense valide la production en février 1980. Le premier exemplaire de série sort de l'usine de FMC à San José, Californie, en 1981. Il pèse 23 tonnes. C'est 9 tonnes de plus que l'AMX-10P, qui lui sert depuis 8 ans à l'autre bout de la planète. En octobre 1981, le ministère de la Défense annonce le nom officiel de la machine. Bradley. Du nom du général Omar Bradley, qui avait commandé les forces terrestres américaines en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Omar Bradley était connu pour une chose précise, prendre des décisions rapides et claires sous le feu. Le véhicule qui porte son nom est exactement le contraire. Il a été conçu par un comité qui n'a jamais su décider quoi que ce soit clairement. C'est l'une des ironies les plus visibles de l'histoire militaire américaine. Personne au Pentagone ne la commande publiquement. Bradley lui-même est mort 6 mois avant que la machine n'entre en service. À Reims, dans le hangar du 7e régiment de chasseurs, l'adjudant de la première partie est devenu major. Il forme des recrues qui n'étaient pas nées quand le BMP-1 est passé sur la place rouge. Sa machine a maintenant 13 ans de service. Elle a fait des manœuvres avec des Allemands, des Italiens, des Belges. Elle a été photographiée par des satellites soviétiques, étudiée par des ingénieurs polonais, copiée en partie par des Yougoslaves. Elle est devenue ce qu'on appelle, dans le jargon militaire, un standard de fait. Au même moment, en Californie, le premier Bradley descend de la chaîne de montage. Il est neuf, brillant, lourd, cher. 3 millions de dollars la pièce, plus que le prix de 3 AMX-10P. Et il n'a encore tiré aucun coup en conditions réelles. Le Congrès, qui a payé pour cette machine, a un doute. Plusieurs sénateurs demandent où sont les rapports d'essais de survie. L'armée répond que les essais ont été faits. Le Congrès demande à les voir. L'armée répond que c'est compliqué. C'est cette phrase « c'est compliqué » qui va déclencher la deuxième guerre du Bradley. Pas la guerre contre les soviétiques, la guerre interne, américaine,
entre l'armée de terre et un colonel de l'armée de l'air qu'on vient d'affecter à un bureau qui ne devait servir à rien. Cet officier ne va pas se contenter des phrases compliquées. Il va demander à voir les obus, à toucher le métal, à compter les morts simulées. Il s'appelle James Burton. Burton entre dans l'histoire le jour où il ouvre une caisse de munitions destinée aux essais de survie du Bradley. Il regarde les obus. Quelque chose ne va pas. Le poids n'est pas le bon. Il en démonte un. À l'intérieur, à la place de la poudre explosive, il trouve du sable. Il ne dit rien à ses supérieurs. Il prend l'obus, il le pose sur son bureau, il prend une photo. Et il commence à se demander combien d'autres machines de combat américaines ont été testées de la même façon. Pentagone, anneau C, sous-sol 3, 1982. Dans un bureau sans fenêtre, un lieutenant-colonel de l'armée de l'air relit pour la 3e fois un protocole d'essai. La machine à climatiser ronronne au-dessus de sa tête. Sur son bureau, un obus de 25 mm ouvert, posé sur un sous-boc en feutre. À l'intérieur de l'obus, du sable du Maryland. Le lieutenant-colonel s'appelle James Gordon Burton. Il a 45 ans, il est diplômé de la première promotion de l'Académie de l'air, et il vient de comprendre quelque chose qu'il aurait préféré ne pas comprendre. Le sable n'est pas une erreur. Le sable est un choix. L'armée de terre, qui dirige les essais de survie du Bradley à Aberdeen, a expliqué en interne qu'on ne peut pas tester en même temps la pénétration du blindage et l'explosion des munitions à bord. Trop de variables, trop cher, trop dangereux pour le banc d'essai. Alors on remplit les obus de sable, on tire sur la machine, on observe ce qui se passe dans la coque. Pour les explosions secondaires, on fera un autre test, un autre jour, avec d'autres conditions. Burton n'achète pas l'argument. Selon lui, un soldat à l'intérieur de cette machine ne sera pas tué par une seule variable. Il sera tué par l'ensemble. Le projectile qui pénètre, le métal qui éclate, les munitions de bord qui s'enflamment, le carburant qui prend feu, les fragments qui ricochent. Tester chaque chose séparément, c'est comme tester un parachute en oubliant qu'il faut sauter d'un avion. La méthode de l'armée de terre n'est pas malhonnête. Elle est juste irréaliste. Et un colonel de l'armée de l'air, dans un sous-sol du Pentagone, vient de décider qu'il ne va pas laisser passer ça. Le combat commence en 1984, le jour où l'armée de terre et l'armée de l'air signent ensemble la création du Joint Live Fire Testing Programme. C'est un compromis bureaucratique qui met Burton en position de témoin officiel. Il peut désormais demander des essais. L'armée de terre peut désormais lui répondre non. La conversation va durer 2 ans. À Aberdeen, la guerre se livre par mémo interposé. Burton demande des essais en configuration de combat complète, machines pleines de fantassins en plastique, obus réels dans les râteliers, plein de carburant, équipage simulé. L'armée de terre répond que ces essais détruiraient la machine entièrement et ne permettraient pas de comprendre ce qui s'est passé. Burton répond qu'au contraire, c'est précisément ce qui doit se passer en combat. L'armée de terre répond que les coûts sont prohibitifs. Burton répond avec des chiffres. L'armée de terre répond avec d'autres chiffres. Personne n'a tort. Personne n'a entièrement raison. Et c'est cela qui fait la complexité de l'histoire que Hollywood, plus tard, va caricaturer. Pendant ce temps, dans une sous-section confidentielle d'Aberdeen, les ingénieurs de l'armée de terre eux-mêmes mènent leurs propres tests. Pas ceux que Burton réclame, d'autres, plus ciblés, plus techniques. Et les résultats de ces tests, qui sortiront publiquement bien plus tard, montrent quelque chose que personne ne crie sur les toits. Ils donnent partiellement raison à Burton. Le Bradley, en configuration de combat, présente des risques d'explosion secondaire que la conception initiale n'avait pas anticipés. Les ingénieurs commencent à dessiner des modifications. Voici l'ironie dont aucun film n'a parlé. Burton croit qu'il fait avancer l'armée de terre malgré elle. En réalité, l'armée de terre est en train de s'auto-corriger en parallèle, sans le lui dire. Les deux camps se battent en public. Dans les laboratoires fermés du Ballistics Research Laboratory, les ingénieurs ajoutent des spallliners en Kevlar, déplacent les râteliers de munitions vers le bas et l'arrière, renforcent les flancs avec une plaque d'acier laminée. Ces changements sont presque tous le travail de la BRL elle-même. Burton pense gagner. Il accélère, sans le savoir, ce qui était déjà en cours.
En 1986, l'armée de terre fait pression sur la hiérarchie de l'armée de l'air pour faire muter Burton. La proposition est précise et insultante. On lui offre une affectation en Alaska. Pas une promotion. Pas un poste de combat. Une mise au placard. La maison du soldat américain en Alaska est une retraite déguisée, et tout le monde au Pentagone comprend le message. Burton reçoit la lettre de mutation un matin d'avril. Il la pose sur son bureau, à côté de l'obus de sable qui n'a jamais quitté ce coin depuis 4 ans. Il refuse. Il prend sa retraite à la place. 26 ans d'uniforme, pour finir avec un dossier sur le Bradley et un obus rempli de sable comme seul trophée. Personne ne le décore, personne ne le remercie. Le Pentagone ferme son bureau. La climatisation continue de ronronner pour le suivant. 7 ans plus tard, en 1993, Burton publie un livre. Il l'appelle « The Pentagon Wars ». Le livre raconte sa version de l'histoire, celle d'un homme honnête contre un système corrompu. C'est une bonne histoire. Elle se vend bien. 5 ans plus tard, HBO en fait une comédie noire, avec Kelsey Grammer dans le rôle du général en chef. Le film ridiculise l'armée de terre. Le film fait de Burton un héros. Le film est diffusé sur les écrans le 4 février 1998. À cette date, le Bradley a déjà détruit plus de chars irakiens que n'importe quelle autre machine de l'armée américaine. Il a déjà sauvé des centaines de vies grâce aux modifications qui ont été faites à la fin des années 80. Les Spall Liners, le déplacement des munitions, le blindage latéral renforcé. Toutes ces modifications que Burton a réclamées et que l'armée de terre a faites en même temps. Personne ne saura jamais exactement à qui revient le mérite. Une enquête du House Armed Services Committee tranche en 1986. Il ne s'agit pas d'une malversation. Il s'agit d'un désaccord profond et sincère sur la méthodologie des tests. Burton lui-même, dans ses dernières interviews, refusera toujours d'accepter cette nuance. Mais nous sommes encore en 1986. Burton vient de partir, le Bradley vient d'être modifié. La presse continue de l'appeler le chameau du Pentagone, le véhicule à tout faire qui ne fait rien bien. Le Congrès vote un nouveau budget pour finir la production. Personne ne pense que cette machine va voir le combat avant longtemps. La guerre froide semble éternelle, et les chars soviétiques attendent dans leur hangar de l'autre côté du rideau de fer. À 8000 km de là, dans un palais de Bagdad, un homme d'État irakien étudie une carte du Koweït. Il s'appelle Saddam Hussein. Il a un projet qui va changer le monde dans 4 ans. Et il ne sait pas plus que les ingénieurs d'Aberdeen, que la machine ridiculisée qu'il va affronter dans les sables du désert vient justement, en silence, dans un laboratoire fermé, de devenir mortelle. Désert irakien, 26 février 1991, 16h07. Le sergent-chef John McReynolds, commandant un Bradley du 7e de cavalerie, 2e régiment, fait rouler son véhicule sur une bosse de sable qu'il ne distingue pas dans la tempête. La machine s'arrête en haut de la bosse. McReynolds entend un choc sourd sous la coque. Il vient de passer sur un bunker irakien d'observation. 2 soldats irakiens sortent par la trappe arrière, mains en l'air, étourdis, les yeux pleins de sable. C'est la première rencontre de la journée. Il en reste 22 minutes avant que la bataille la plus violente de la guerre du Golfe ne commence. La météo de ce jour-là est une catastrophe pour les avions et un cadeau pour les blindés. Une tempête de sable, ce qu'on appelle ici un chamal, a fermé le ciel depuis 8 heures du matin. La visibilité tombe à 300 mètres par endroit. Les hélicoptères Apache du 4e escadron sont cloués au sol. L'aviation tactique cherche d'autres cibles ailleurs. Le 2e de cavalerie avance à l'aveugle sur le terrain, guidé par des récepteurs GPS commerciaux que l'armée a achetés en urgence avant le déploiement. Les cartes qu'ils ont en main sont des cartes au 100 millième. Pour situer une position, ils utilisent des coordonnées invisibles dans le sable. Ce jour-là, la coordonnée s'appelle 73 Easting. Le capitaine qui commande l'unité de tête est diplômé de West Point et titulaire d'un doctorat d'histoire militaire. Il s'appelle Herbert Raymond McMaster. Il a 30 ans. Sous ses ordres, 9 chars Abrams, 12 Bradley et 132 soldats. En face,
dans un terrain d'entraînement irakien que la division Tawakalna de la garde républicaine connaît parfaitement, un commandant irakien a préparé sa défense depuis des semaines. 40 chars enterrés, 16 véhicules blindés en position renversée, 2 champs de mines, une réserve de 18 T-72 cachée 3 km plus loin. Le commandant irakien a étudié à Fort Benning, en Géorgie. Il sait comment les Américains se battent. Du moins, le croit-il. Quand le Bradley de McReynolds passe sur le bunker, McMaster est à 1000 mètres derrière. Il reçoit le message radio. Il ordonne à son escadron d'avancer. Quelques minutes plus tard, son propre Abrams franchit une crête presque imperceptible et se retrouve face à 8 chars irakiens enterrés, gueule pointée vers le sud. McMaster est sur leur flanc gauche. En 7 secondes, son canonnier détruit 3 chars. Les 6 autres Abrams finissent le travail. Pendant que McMaster avance, 2 Bradley de reconnaissance, des M3 équipés pour le scoutisme et non pour le combat, sont envoyés vers le nord pour reprendre contact avec une unité voisine. Ils tombent sur 13 T-72 en position défensive. 13. Contre 2 Bradley armés d'un canon de 25 mm et d'un lance-missile TOW à 2 tubes. Le calcul tactique conventionnel dit qu'ils doivent se replier. Ils n'en ont pas le temps. Le premier lance-missile tire. Le missile fait long feu. Le tube reste vide. Sous le feu des chars qui les ont repérés, l'équipage descend du véhicule, ouvre la trappe du lanceur à main nue, recharge un nouveau missile, remonte et tire. 5 T-72 sont détruits avant l'arrivée des renforts. Aucun manuel d'école militaire n'enseigne cette manœuvre. Aucun manuel ne l'enseignera plus tard non plus. McMaster, lui, continue d'avancer au-delà de la ligne d'arrêt qu'on lui a fixée le matin. Cette ligne, le 70 Easting, est sa limite officielle. Mais derrière les chars irakiens qu'il vient de détruire, il en voit d'autres, plus loin, sur une crête. Son officier de liaison, le lieutenant John Gifford, lui passe le message radio. La voix de Gifford est gênée. Il sait que le capitaine vient de comprendre. McMaster répond une phrase que ses propres mémoires reproduiront plus tard, mot pour mot. Il dit à Gifford de transmettre au commandement qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Pas maintenant. Pas avec l'élan qu'ils ont. Pas avec un ennemi en pleine débâcle. 23 minutes. C'est le temps qu'il faut à Eagle Troop pour anéantir devant lui une brigade entière de la Tawakalna. 50 chars détruits, 25 blindés détruits, 40 camions détruits. Aucune perte américaine. L'armée irakienne perd ce jour-là plus de blindés en une seule heure qu'à n'importe quel autre moment de la guerre. Le sable retombe en début de soirée. McMaster ordonne enfin l'arrêt sur une crête à 3 km au-delà de sa ligne d'arrêt initiale. Il ne sera pas sanctionné. Il sera décoré. 25 ans plus tard, il sera conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis. Pendant que la nuit tombe sur le désert, le bilan global du Bradley dans cette guerre commence à se dessiner. Il est étrange. Il est même dérangeant. Sur 2200 Bradley engagés en Irak, 20 seront perdus. 3 seront détruits par des tirs irakiens. 17 seront détruits par des tirs américains. Pas par erreur de pilotage, pas par accident. Par feu fratricide. Des chars Abrams qui, dans la confusion des tempêtes de sable et la chaleur des combats nocturnes, prennent leur propre Bradley pour des véhicules irakiens et tirent dessus à 2000 mètres avec des obus à uranium appauvris. La machine que le Pentagone a mis 17 ans à construire est tuée plus souvent par ses propres alliés que par ses ennemis désignés. Et il y a, dans cette statistique froide, un détail qui ferme le cercle commencé sur la Place Rouge en 1967. Sur les 3 Bradley détruits par l'ennemi, l'un d'eux est touché à la bataille du 73 Easting. Le canonnier est tué dans la tourelle. L'analyse balistique d'après-guerre conclut, avec prudence, que le tir provenait probablement d'un BMP-1 irakien. La machine que les Américains avaient passé 18 ans à construire pour répondre au BMP soviétique a été tuée par un BMP soviétique. Pas par un char, pas par un missile, par la machine même qui avait déclenché toute cette histoire 24 ans plus tôt sur la Place Rouge. Quand les généraux du Pentagone reçoivent le rapport final de cette guerre,
ils découvrent une autre statistique qu'aucun d'eux n'avait prévue. Les Bradley ont détruit en Irak plus de véhicules blindés ennemis que les chars Abrams eux-mêmes. La machine ridiculisée pendant 17 ans, la machine que la presse appelait le chameau, la machine que James Burton avait quittée en claquant la porte, vient de devenir, en 100 heures de guerre terrestre, la plus efficace de l'arsenal blindé américain. Personne ne se moque plus. Le Pentagon Wars d'HBO, qui passera 7 ans plus tard, fera son effet comique. Mais dans les bureaux du ministère, on relit les chiffres en silence. Le Bradley est entré dans la légende ce jour-là. Mais sa vraie histoire, celle qui durera 40 ans encore, vient à peine de commencer. Stepove, oblast de Donetsk, 12 janvier 2024, milieu de matinée. Un village ukrainien réduit à des fondations de béton et des arbres morts. Un Bradley M2A2 de la 47e brigade mécanisée ukrainienne avance entre deux maisons effondrées. À l'intérieur, 3 hommes. Le commandant-tireur s'appelle Seri. Le pilote s'appelle Alexander. Le troisième est dans la trappe arrière. C'est leur deuxième mission de combat depuis la fin de leur formation aux États-Unis. Ils ne savent pas encore que dans 2 minutes, ils vont faire face au char le plus moderne de l'arsenal russe. Le T-90M ProRiv est sorti de l'usine d'Uralvagonzavod à Nijni Tagil. C'est l'évolution la plus récente du T-72, qui est lui-même la version exportée du T-64 soviétique. Le ProRiv a une tourelle nouvelle, un canon de 125 mm, un système de tir multicanal et un blindage réactif Relikt qui doit résister aux missiles antichars occidentaux. Sur le papier, c'est un adversaire qu'un Bradley n'est pas censé affronter en duel. Le manuel américain est clair. Pour un char, on tire un missile tôt à distance, on ne s'engage pas au canon de 25 mm. Mais Seri et Alexander n'ont pas le temps d'ouvrir le manuel. Le T-90M apparaît derrière une rangée d'arbres à moins de 100 mètres. Les 2 machines se voient au même instant. Le Bradley est plus rapide en rotation. Seri ouvre le feu au canon. Le canon de 25 mm tire 200 coups par minute et chaque obus frappe la tourelle russe avec un bruit sec, métallique, répété. 30 coups, 50 coups. La caméra embarquée du Bradley, qui sera publiée par le service de presse de la 47e brigade quelques jours plus tard, enregistre l'impact. Le blindage réactif explose plaque après plaque. La tourelle du T-90M finit par cesser de tourner. L'équipage russe abandonne le char. Quelques minutes plus tard, un drone FPV ukrainien achève la machine. Le porte-parole de la 47e brigade, Dmytro Lazoutkine, donne une interview 2 semaines plus tard. Il ne fait pas l'éloge de la machine américaine. Il dit autre chose, plus dur, plus juste. Il dit que la vraie force du Bradley, ce sont les équipages ukrainiens qui osent l'utiliser au-delà de ses spécifications. Il dit que cette machine, dans n'importe quelle autre armée, aurait reçu l'ordre de battre en retraite face à un T-90M. Mais les équipages de la 47e n'avaient pas l'intention de battre en retraite. Lazoutkine ajoute une phrase qui ne sera jamais traduite dans les rapports occidentaux. Cette guerre, dit-il, change ce qu'une machine peut faire. À 800 km au sud, dans le secteur de Zaporijia, 25 AM-10P français combattent dans un autre régiment ukrainien. Les véhicules sont sortis des hangars de l'armée française en 2023, après 50 ans de service. Ils font le travail pour lequel ils avaient été conçus en 1965, contre la menace soviétique. Cette menace, ils l'affrontent enfin, 58 ans après le défilé de la Place Rouge. Pas dans les plaines allemandes, comme prévu, dans les champs de tournesol brûlés du Donbass. C'est sur ce front, ce printemps-là, qu'on peut voir, à quelques kilomètres de distance, 2 machines nées de la même peur de 1967. La machine française, plus légère, plus vieille, plus modeste. La machine américaine, plus chère, plus moderne, plus controversée. Les 2 livrés à un 3e pays pour combattre un 4e. Aucun ingénieur français de l'AMFIS, aucun colonel américain de FMC, aucun officier soviétique du BMP n'aurait pu prévoir ce tableau. Les chiffres ukrainiens sont brutaux. Au 14 avril 2026, sur les 300 et quelques Bradley livrés par les États-Unis à l'Ukraine, 187 ont été détruits, endommagés, abandonnés ou capturés. Plus de 60% du parc.
La machine que le Pentagone avait conçue pour résister au pire des scénarios soviétiques en Europe centrale ne résiste pas mieux qu'une autre au drone FPV qui coûte 400 $ la pièce. C'est la guerre qui a changé, pas la machine. Et pourtant, les équipages ukrainiens continuent de la réclamer. Pas parce qu'elle est invincible, mais parce qu'elle sauve. Quand un Bradley est touché, l'équipage descend en général vivant. Quand un BMP soviétique est touché, l'équipage brûle avec lui. C'est la différence que personne au Pentagone n'avait su vendre dans les années 80. C'est la différence que la guerre d'Ukraine est en train d'écrire. À Washington, en 2026, les héritiers du général Bradley ont essayé 6 fois de remplacer cette machine. Le programme Future Combat Systems, abandonné en 2009 après 32 milliards de dollars dépensés. Le programme Ground Combat Vehicle, abandonné en 2014 parce que les prototypes étaient trop lourds pour entrer dans un C-17. Le programme Optionally Manned Fighting Vehicle, première version, fermé en 2020 parce que les 2 concurrents avaient été disqualifiés, l'un pour retard de livraison, l'autre pour excès de poids. Et maintenant, le programme XM30, en cours, qui doit livrer une machine en 2029. 45 milliards prévus. Personne ne parie sur la date. 45 ans après la sortie d'usine du premier Bradley en Californie, la machine que les Américains ont voulu enterrer 6 fois est encore en service. Et chaque fois qu'un Bradley brûle dans un champ ukrainien, c'est un autre qui sort des hangars de réserve. Le Pentagone en a 2000 en stock. Sur la caméra embarquée du Bradley de Seri et Alexander, à la fin de la séquence du 12 janvier, on voit le canon de 25 mm tourner lentement vers la droite. La fumée du T-90M monte en colonne noire dans le ciel d'hiver. La machine américaine continue d'avancer entre les arbres. L'équipage est silencieux. La caméra coupe. Et vous, dans les commentaires, dites-moi, combien de temps une machine peut-elle survivre à ses propres défauts avant de devenir un mythe? Combien de fois une bureaucratie peut-elle échouer avant que l'échec lui-même ne devienne une stratégie? Si cette histoire vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, mettez un like. Abonnez-vous, parce que la prochaine fois, nous remontons l'autre côté du rideau de fer, dans une usine de Tcheliabinsk, où un ingénieur soviétique a inventé la machine qui a déclenché toute cette histoire, et où il a payé son invention d'une manière que personne, en Occident, n'a jamais voulu raconter.